Merci Laurence de cette proposition de participer à ce webinaire merci à vous d'être présent. Je travaille pour Vin et Société qui est l'une des structures extrêmement nombreuses, évidemment dans le monde agricole, mais aussi très nombreuses dans le monde viticole, qui représente les intérêts de la filière sur certains sujets d'ordre sociétal. Et parmi les sujets que nous traitons, figure en bonne place la loi E20, donc tout ce qui encadre la publicité pour le vin, mais de manière générale pour les boissons alcoolisées, sur laquelle on fait beaucoup de formations, de conseils, et puis sur laquelle on est aussi en contact régulier avec les pouvoirs publics. Donc c'est une loi que nous connaissons bien et sur laquelle c'est toujours intéressant de faire un point. Alors, je vais essayer de ne pas être en mode trop court magistral parce que c'est jamais agréable pour personne, mais il y a beaucoup de choses à dire sur cette loi E20. Ce que je vous propose, c'est, je vais d'abord vous dire un petit peu le sommaire de ce que je comptais vous dérouler, et puis surtout bah, un petit peu au fil de l'eau, quand vous aurez des questions, le mieux c'est tout simplement que vous m'interrompiez et puis que vous les posiez comme ça, ce sera sans doute plus agréable pour tout le monde si on peut être un peu interactif. Sinon, vous risquez de vous endormir. Mhm. Donc voilà, merci encore pour ce point. J'ai compris dans mon échange avec Laurence que évidemment la promotion des vins ou des boissons alcoolisées n'est pas au cœur de votre activité, c'est plutôt secondaire. Il se trouve que dans le cadre des produits que vous pouvez promouvoir dans le cadre soit des parcs, soit de la marque, se trouvent des boissons alcoolisées. Donc c'est important de savoir comment est-ce qu'on peut communiquer sur elles dans le portefeuille des produits que vous avez. Mais donc on va essayer de pas faire de vous des spécialistes, des jurys spécialistes de la loi E20, mais l'idée c'est de vous donner comme ça quelques bonnes pratiques. Je vais vous dire beaucoup de choses, donc ça a très rapidement l'air inquiétant, la loi E20, mais on va essayer de garder en tête que l'objectif c'est toujours il y a la loi, mais que l'objectif c'est toujours d'essayer de mettre en place du bon sens, des bonnes pratiques, et puis de comprendre aussi l'esprit de la loi pour essayer de le respecter, on va dire au maximum. Donc je me lance un peu dans ce que je veux vous raconter. D'abord, je vais vous expliquer un petit peu les grands principes de la loi E20 et puis ensuite on va rentrer sur des sujets un peu plus précis tels que le parrainage et les jeux concours, tels que le numérique, parce que peut-être que sur les réseaux sociaux vous êtes appelés à parler de vin ou d'autres boissons alcoolisées et puis on fera un petit focus à la fin sur l'onotourisme si vous le voulez bien. Euh, Encore une fois, vous me coupez la parole quand vous voulez. Je vois pas, je verrai pas forcément si vous levez la main. Donc allez-y Franco. Moi j'aime autant qu'on fonctionne comme ça. Donc pour vous expliquer un petit peu, donc la loi E20 et la publicité pour le vin. À chaque fois je vais dire le mot vin parce que c'est ma crèmerie. Mais évidemment quand je dis vin, vous pouvez entendre boisson alcoolisée. La loi elle est la même pour toutes les boissons. Mhm. Donc la loi E20, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle loi E20 de manière générale, c'est tout ce qui vient encadrer la publicité pour les boissons alcoolisées. Hein, dès lors qu'il y a un petit peu d'alcool dans une boisson, elle doit respecter la loi E20. Et ce qu'on appelle loi E20, c'est à la fois ce qui est écrit dans le Code de santé publique, donc c'est des choses d'ordre très juridique. Et puis c'est aussi toutes les décisions des tribunaux sur des affaires de publicité légale ou illégale. Et puis, c'est toutes les règles déontologiques dont la profession s'est dotée au fil des années. Donc, comment est-ce qu'elle marche cette loi E20 et quel est en fait le cadre mental dans lequel on doit se placer quand on fait de la publicité pour une boisson alcoolisée? La manière dont elle fonctionne, c'est que, à l'inverse de la plupart des lois, avec la loi E20, tout ce qui n'est pas expressément autorisé est interdit. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette belle phrase? C'est que normalement, dans la vie, dans votre quotidien, vous avez le droit de faire à peu près tout ce que vous voulez, sauf ce que la société, sauf ce que le droit vous interdit, hein, de piquer dans la caisse du voisin ou dans la vôtre, d'aller taper les gens, etc. Donc, l'idée, c'est que quand même, on a le droit de faire des choses et il y a certaines choses qui sont punissables par la loi. Avec la loi E20, on fonctionne totalement à l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui vous sont autorisées, uniquement celles-là. Ça veut dire certains supports de communication, certaines thématiques de communication. Et dès qu'on sort de ces listes qui sont exhaustives, sur lesquelles évidemment je vais revenir en détail, tout le reste est interdit. Donc on fonctionne
à l'envers de la loi habituelle, il y a un certain nombre de choses qui nous sont permises et tout le reste ne l'est pas. Donc on ne peut communiquer que sur certains supports et on ne peut communiquer que sur certaines thématiques. Et comme évidemment c'est le cœur de la loi E20, je vais bien sûr y revenir en détail. Alors, les supports sur lesquels on peut communiquer quand on fait de la publicité pour les boissons alcoolisées. Je vous ai dit que la loi L20, elle fonctionnait par système de liste. Donc, ça veut dire que dans le Code de la santé publique, il est listé les supports sur lesquels vous pouvez faire de la publicité et ceux qui n'y figurent pas, vous n'avez pas le droit. Donc, on a le droit de faire de la publicité pour les boissons alcoolisées en tout ce qui est presse écrite, hein, soit support papier, soit digital, sauf évidemment la presse jeunesse. On a le droit de faire de la publicité évoquant des boissons alcoolisées ou des événements, des fêtes, des dégustations de boissons alcoolisées en radio, sauf en gros aux heures où des enfants sont susceptibles d'écouter la radio. Par exemple, c'est interdit le mercredi, c'est interdit le soir quand les enfants sont rentrés de l'école. L'idée, c'est de ne pas y exposer la jeunesse. On a le droit de faire de la publicité par voie d'affichage, sur Internet, sur nos documents commerciaux, par le biais d'affiches, etc. On a le droit enfin de faire de la publicité sur des objets, mais de manière très stricte, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit aujourd'hui de faire par exemple une coque de téléphone portable qui porterait le nom d'un domaine ou d'un château ou d'une marque de vin, mais vous pouvez le faire sur des objets qui sont utiles pour le service, du type un seau à champagne, un tire-bouchon, un verre, ça c'est des choses qu'on peut faire, mais on ne peut pas proposer des choses en dehors de ces univers-là à la vente ou même à titre gratuit. Euh, Quand je parlais de liste, vous voyez qu'il y a ici des supports qui ne figurent pas sur cette liste. La télévision, le cinéma. La loi Evin prévoyait dès le départ explicitement qu'il il ne serait pas possible de faire de la publicité sur ces supports-là. Donc aujourd'hui, on n'a pas le droit évidemment de parler de boissons alcoolisées dans les tunnels publicitaires au cinéma ou à la télévision. Et évidemment, la loi E20 date de 91, époque où Internet n'existait pas en l'état actuel en tout cas. Pour qu'il nous soit possible à nos filières de faire de la publicité pour nos produits, il a fallu modifier la loi E20 pour expliquer que c'était un support autorisé. Donc vous voyez cette idée, cette logique de liste qu'il faut garder en tête. Bon, les supports, on va dire, c'est relativement facile, hein. En gros, voilà, on oublie télévision et cinéma, mais le reste, on a le droit. Ce qui est plus important à saisir, c'est qu'une fois qu'on a compris qu'il n'y avait que certains supports, il faut comprendre ensuite qu'on a le droit de communiquer que sur certaines thématiques. C'est-à-dire que quand vous allez faire de la publicité pour votre événement, pour votre endroit, pour votre marque, quel que soit le sujet sur lequel vous faites de la publicité, mais dès lors que vous parlez d'alcool, vous ne pouvez mettre en avant que quelques thématiques. Donc là aussi, on est sur une liste exhaustive, hein, une liste fermée, et tout ce qui n'y figure pas est interdit, on ne peut pas le mettre en avant. Donc on a le droit de parler du mode d'élaboration du produit, hein. Par exemple, bah, comment est-ce que, dans le cas du vin, comment est-ce qu'on vinifie, quelles sont les matières premières. Dans le cas d'une liqueur spiritueuse, bah, comment est-ce qu'on la fabrique. Ça, c'est quelque chose de très factuel, donc on peut en parler. On peut parler des distinctions du type médaille, concours agricole, etc. Ça aussi, c'est assez simple. On peut parler du mode de consommation du produit, c'est-à-dire que, par exemple, c'est dire que on peut le consommer à telle ou telle température, que ça va avec tout ce qui est accord mets et vins, hein, que ça va avec tel ou tel plat, voilà, qu'on peut le mixer avec des cocktails, c'est le mode de consommation, on peut en parler. Composition du produit, évidemment, ça parle de soi-même. Origine et terroir, c'est un sujet évidemment d'autant plus important pour vous comme on est dans cette idée de parcs nationaux. Tout ce qui est origine, rattachement à l'origine, rattachement au terroir, c'est évidemment un sujet de communication privilégié. Et puis après, on a des choses un peu plus basiques, bah, conditionnement, dénomination, identité du fabricant, modalité de vente, degré d'alcool. La loi précise évidemment qu'on a le droit de communiquer sur ça. Et puis les caractéristiques organoleptiques qui est le 11e item, ça c'est tout ce qui est arôme du vin, hein, la couleur de la robe du vin, ses arômes, le goût qu'il va avoir. Évidemment, on a le droit de communiquer là-dessus. Je dis évidemment, mais ça va mieux en le précisant parce que quand la loi E20 a été votée
elle ne contenait pas cette disposition. Donc il y a eu quelques années pendant lesquelles, de manière très bizarre, on avait le droit de faire de la publicité pour le vin, mais on n'avait pas le droit de parler de son goût et on n'avait pas le droit de parler de ses arômes, ce qui évidemment rendait la vie un petit peu compliquée. Mais cette liste a été modifiée et donc on a le droit de parler de tout ça. Mais alors tout ce qui n'y figure pas, on n'a pas le droit d'en parler. Et pour être un petit peu plus concret, je voulais vous donner quelques exemples de sujets qu'il vaut mieux éviter quand on parle de boissons alcoolisées et qui sont susceptibles de vous concerner. Donc vous avez compris, tout ce qui ne figure pas dans la liste, c'est interdit. Mais il y a des sujets qui sont plus périlleux que d'autres, et c'est de cela dont il faut particulièrement se tenir à l'écart, toujours dans une idée de bon sens, de bonne pratique. Donc tout ce qui est alors, cette partie-là, je pense que vous irez moins dedans de toute manière. Mais tout ce qui est univers de la séduction, univers de la féminité, univers de la virilité, c'est quelque chose qui n'est pas possible à lier à l'univers des boissons alcoolisées. Donc, il y a eu par le passé des campagnes d'affichage comme celle des vins de Bourgogne que vous voyez à droite, qui voulaient parler de la robe du vin, mais qui avaient choisi d'en parler en mettant en scène le corps d'une femme dans une robe du soir, etc. Ça, évidemment, c'est pas conforme à la loi Evin, puisque tout l'univers du glamour, de la séduction, même de la haute couture, ne fait pas partie de la liste autorisée. Donc, évidemment, on ne va pas vers ce genre de choses. L'univers du sport et de la fête sont aussi des univers à risque. Alors l'univers du sport, ça peut notamment vous concerner parce que j'imagine que dans les parcs, il y a de temps à autre des courses ou des marches ou des choses qui sont organisées, qui sont susceptibles de l'être en lien avec des produits du terroir. Il faut évidemment faire attention à ne pas associer la consommation d'une boisson alcoolisée avec l'exercice d'un sport. Alors là, vous avez à gauche un exemple d'un opérateur de vin qui avait fait une publicité au moment de, je pense, la Coupe du Monde de foot et qui avait mis en scène dans un post Facebook en fond une famille en train de regarder le match à la télé et puis au premier plan l'apéro avec du vin. Ben ça, vous voyez, c'est pas conforme à la loi E20 parce que le sport ne fait pas partie des thématiques autorisées. Et puis, bah, quand on parle de boissons alcoolisées, on ne parle pas non plus de fêtes, donc on met pas en avant des exemples trop festifs comme ceux que vous voyez. On évite aussi, alors là il y en a un qui se rattache d'ailleurs plutôt à l'univers du sport, il pourrait aller avant, c'est la publicité pour la bière Budweiser que vous voyez en bas. Ils avaient eux communiqué lors de la dernière, je suis pas très, je suis plutôt rugby que foot, donc j'ai toujours tendance à oublier si le dernier c'était la Coupe du Monde ou l'Euro de foot, mais en tout cas ils avaient fait des publicités qui jouaient sur l'homophonie entre but et bud. Donc, pour créer un lien évidemment dans l'esprit du consommateur entre la consommation de bière devant le match et puis leur nom de marque. Donc ça, c'est pas non plus conforme à la loi E20. Et puis tout ce qui est évocation des rencontres, de l'évasion, sont aussi à proscrire. Je vous ai mis quelques exemples à l'écran de choses qui ont été jugées hein, par des tribunaux et qui ont été déclarées illicites une publicité pour l'alcool, pour le Ricard, une publicité à Ricard des rencontres, l'idée qu'en consommant une boisson alcoolisée, on puisse faire des rencontres amicales, des rencontres amoureuses, c'est pas conforme à la loi E20. L'idée qu'on voit dans le visuel de l'EF que il y ait une idée d'hospitalité, de convivialité, d'accueil quand on boit une bière, ça n'est pas non plus conforme à la loi E20 ou les publicités là-haut pour le whisky Monkey Shoulder, dire qu'en buvant du whisky, on va pouvoir sortir de sa cage, sortir du quotidien, sortir du conformisme, ça n'est pas non plus possible quand on parle d'alcool, mais je pense pas que vous alliez vers ça. Un point important, je pense, pour vous, c'est la question de la représentation de la personne humaine. Il y a un grand principe qui est qu'on ne va pas mettre en scène des consommateurs parce que les consommateurs ne font pas partie des thématiques autorisées par la loi E20 que je vous ai listées tout à l'heure. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de posts sur les réseaux sociaux hein, qui ne sont pas des choses qui ont été jugées devant les tribunaux, mais qui illustrent plutôt des exemples à pas suivre en fait. Euh, la mise en scène qu'on voit soit à travers des photos, soit à travers des dessins, mais de gens en train de consommer des boissons alcoolisées dans le cadre d'un pique-nique, bah ça en fait, même si en le regardant, on se dit c'est pas bien méchant,
Le fait est qu'on n'a pas le droit de le faire en l'état puisqu'on n'a pas le droit de montrer des consommateurs. Que les gens soient ou non en train de boire, on n'est pas censé montrer sur les mêmes publicités des boissons alcoolisées et des gens qui sont susceptibles de les consommer. Donc évidemment, parfois, ça nous complique un petit peu la vie, notamment quand on a envie de communiquer sur des événements, sur des fêtes, sur des portes ouvertes. On essaye de trouver un bon équilibre entre notre envie de représenter des gens qui viennent à nos portes ouvertes, des gens qui font du tourisme, et puis bah, le fait qu'on ne doit pas les montrer avec des boissons alcoolisées. Donc c'est pas toujours simple, mais il faut essayer de respecter ça. Je vous ai mis d'autres exemples qui sont évidemment plus problématiques que le pique-nique, mais on est toujours sur la même logique de ne pas représenter de consommateurs. À gauche, un exemple de mise en scène d'une boisson alcoolisée dans un univers très fête foraine, très enfantin, avec le manège, la sucette, c'est pas possible. Ou encore pire à droite, évidemment, quand je vous parlais tout à l'heure des thématiques autour de l'origine, du mode de consommation, des caractéristiques organoleptiques, vous voyez bien qu'on est très très loin quand on choisit de mettre en scène une jeune femme dans son bain de mousse, très glamour, très sensuel. Là, on est clairement en dehors du champ de la loi Evin, mais a priori, il y a quand même assez peu de chances que vous alliez vers ça. Je précise toujours que quand on parle de consommateur, c'est pas de consommateur à la fois entier et pas non plus de morceaux de consommateur, c'est-à-dire les bras, les bouts de corps, tout ça, ça compte comme des consommateurs, donc on évite de les représenter. Évidemment, entre la dame dans son bain et l'image à droite avec les deux verres qui trinquent, on n'est quand même pas sur le même niveau de prise de risque, hein. Euh, bon, ça, c'est celui avec les deux mains, c'est pas idéal, c'est pas super conforme à la loi, mais c'est quand même beaucoup mieux que le bain moussant. Alors, on n'a pas le droit de représenter des consommateurs, mais par contre, on a tout à fait le droit de représenter des professionnels du secteur des boissons alcoolisées. Donc, pour vous qui travaillez avec des producteurs, bah, c'est là aussi où ça peut être intéressant parce que donc on va pouvoir aller les mettre en scène. Alors, c'est des choses qui ont mis beaucoup de temps à aboutir, hein. Il nous a fallu 15 ans de processus devant les tribunaux pour enfin que les juges reconnaissent que bah, on avait le droit de mettre en scène des professionnels du secteur, hein, que ce soit chez nous des sommeliers, des œnologues, mais aussi des fabricants de boissons spiritueuses, mais aussi des cuisiniers, mais aussi des serveurs. Tout ça, on peut, dès lors évidemment que ces professionnels sont identifiés dans les visuels et puis qu'ils sont dans une situation à minimum soit neutre, comme la jeune femme qui figure à droite et qui est clairement identifiée comme étant maître de chez dans le Médoc, ou sinon dans un cadre professionnel comme ces messieurs sur la gauche qui sont visiblement en train de regarder si le whisky est conforme à leur process. L'idée, quand je dis dans le cadre d'une activité professionnelle, c'est de ne pas être un alibi, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre une professionnelle, la mettre sur une plage en maillot de bain et dire mais oui, mais elle est vigneronne. Euh, non, il ne faut Oui, pas les mettre en scène dans une situation de consommateur. Donc ceci dit, ils ont pas choisi les plus vilains. ah, et bah ça, après, c'est évidemment le but de la publicité. C'est quand même. Et d'ailleurs, les tribunaux avaient fini par souligner, un des juges avait fini par souligner, c'est pas parce qu'on fait de la publicité pour l'alcool qu'on est obligé de choisir des professionnels moches, grincheux et qui font la tête. On a le droit quand même des gens souriants et agréables à regarder, heureusement. Et là, vous voyez des publicités plus récentes parce que les deux d'avant datent déjà d'il y a une. On vieillit tous de 10 ou 15 ans. Et là, c'est des publicités plus récentes. Donc, vous voyez à gauche, Ricard, clairement, ils sont devant un comptoir. Ils sont en train on voit bien qu'il y a les ustensiles du service. Ils sont en train de mixer. C'est des professionnels. Et puis, ils sont pour le coup dans un bar, certes avec une jolie vue, mais dans un bar bien identifié. Même cas pour la publicité pour les rosés de Provence. Alors, c'est un petit peu limite parce qu'on a rarement vu des serveuses dans des jolies robes comme ça de tulle. Mais le fait est qu'elle porte un plateau, elle est accoudée à un comptoir, son identité est inscrite en dessous. C'est une professionnelle du secteur. Et puis à droite, bah, vous voyez un barman à La Havane. Et là aussi, il est derrière son comptoir, il a son blender. On comprend que c'est un professionnel. Évidemment, on essaye de les mettre en scène de manière un petit peu sympa. Mais voilà, il faut qu'on comprenne que l'idée, c'est de dire, bah, il y a des gens derrière ces produits, derrière ces boissons qui sont produites. Donc ces gens-là, on peut les montrer parce que nos boissons, elles tombent pas du ciel, elles sont pas, en tout cas pour le vin, elles sont pas industrialisées.
Donc, on a le droit de montrer les gens qui sont derrière. On n'est pas sur un produit désincarné. Par contre, on ne va pas de l'autre côté à montrer le consommateur. Je voulais faire maintenant un petit focus sur le parrainage et les jeux pour sortir des règles générales, mais si vous avez des questions sur les règles générales, on peut y répondre maintenant. C'est bon pour vous. Mais je continue. Le parrainage, c'est un point toujours important à aborder. Quand je dis parrainage ou sponsoring, c'est des mots équivalents. Ah, attention avec le micro. Euh, Adrien, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Merci. le pauvre. Euh, Donc le parrainage ou le sponsoring, c'est explicitement interdit par le Code de la santé publique quand on parle d'alcool. Le parrainage est interdit dès lors que ça a pour objet ou pour effet la publicité pour une boisson alcoolisée. Donc on ne peut pas, nous, en tant que producteurs de vin, contribuer en nature ou contribuer financièrement à un événement en échange de la citation de notre marque sur une grande banderole le château Tartampion, parrain du festival Bidule Chose, ça c'est pas possible. On n'a pas le droit d'être sponsor. On a le droit d'être mécène, c'est-à-dire on a le droit de financer de manière désintéressée un événement. On a le droit d'en organiser aussi, mais en tout cas, le fait est qu'on ne peut pas être sponsor. Donc c'est pas toujours facile à appliquer, mais on ne peut pas. Donc un producteur ou une interprofession de vin ne peuvent pas apparaître parrain d'un événement ici sportif, mais c'est la même chose pour un événement culturel. Donc on n'a pas le droit de mettre le nom des producteurs sur des affiches, on n'a pas le droit sur des maillots de foot, sur des maillots de rugby, on n'a pas le droit de mettre le nom d'un château qui sponsoriserait un petit club local, c'est pas possible. Par contre, on a le droit de mettre en avant un terroir, une appellation, un vignoble, oui, mais pas sous l'angle du sponsoring. Et évidemment, par contre, il y a le droit d'avoir des buvettes dans les événements, on a le droit de proposer des boissons alcoolisées à la consommation. Ça, c'est autre chose que du sponsoring, il n'y a pas de difficulté. Euh, Sur les jeux concours, maintenant, autre petit focus que je voulais vous faire, Laurence en parlait au début. Euh, c'est quelque chose qu'on a souvent envie de faire, hein, quel que soit le statut, que ce soit un producteur de vin ou de boissons alcoolisées ou d'autres opérateurs ou des partenaires avec lesquels on travaille ou des villes même ou des festivals. Il y a parfois cette envie de faire des jeux concours autour de boissons alcoolisées. Le principe déjà, c'est que c'est légal, c'est possible d'organiser des jeux concours en lien avec des boissons alcoolisées. Ça fait partie en quelque sorte des modalités de vente du produit, même à titre gratuit, donc on a le droit d'en organiser. Par contre, on ne peut pas faire n'importe quoi avec, évidemment, dès lors qu'on évoque une boisson alcoolisée. Donc déjà, sur la forme du jeu, on ne va pas faire n'importe quoi, donc on ne va pas faire des jeux avec obligation d'achat. Il y a eu récemment encore des décisions là-dessus. On ne peut pas dire, bah, vous gagnez tel ou tel lot. Si vous achetez 2 packs de bière, vous avez le droit de participer au tirage au sort pour gagner un des lots. C'est pas possible parce que dans ce cas-là, il y a une forme d'incitation à la consommation. Les gens ont été obligés d'acheter de l'alcool pour pouvoir participer au jeu. Ça, c'est pas possible. On n'a pas non plus le droit de faire des jeux. Il faut faire attention quand on fait des jeux du type QCM ou quiz. Essayer toujours de pas de proposer des questions ludiques, des questions sur la pop culture, des questions qui n'ont rien à voir en fait avec l'univers des boissons alcoolisées. On va plutôt être sur des jeux culturels. Si vous voulez faire gagner un panier de produits locaux qui contient 3-4 bouteilles de vin, vous pouvez le faire. Mais si pour le gagner, il faut répondre à quelques questions, on va essayer que ce soit des questions plutôt à caractère terroir, local et pas des choses, pas un quiz télévisuel, quoi. Et puis, quand on organise des jeux concours avec une mise en scène du produit, ça c'est les jeux du type participer à un jeu concours sur Instagram, prenez-vous en photo avec tel et tel produit, postez-le, taguez-nous et vous gagnerez peut-être tel ou tel lot. Ça, quand c'est une bouteille de boisson alcoolisée qu'on veut faire gagner ou quand on est un opérateur de boisson alcoolisée, on peut organiser ce type de jeu, mais on ne peut pas dire aux gens mettez-vous en scène avec notre bouteille des vins de Loire ou du Pays Basque. Parce que ça veut dire que dans ce cas, les gens
en tant que consommateurs, se mettraient en scène eux-mêmes et du coup, on ne serait pas conforme à la loi Evin. Donc ça, vigilance, on a le droit de faire des jeux concours sur Instagram, mais on ne peut pas aller demander aux consommateurs de se mettre en scène avec le produit. Et sur les lots qu'on peut faire gagner quand on fait un jeu concours, alors on peut faire gagner des bouteilles, il faut juste faire un petit peu attention, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire gagner votre poids en bouteille de vin par exemple, ou on ne va pas faire gagner 6 caisses d'un coup parce que tout de suite on est évidemment sur des volumes beaucoup trop importants et qu'on pourrait se faire taxer d'inciter à la consommation excessive. Et puis, on va pas non plus faire gagner, mais ça, je pense pas franchement que vous êtes concernés, mais on va pas faire gagner des bouteilles trop valorisées. Là aussi, il y a déjà eu des décisions de justice là-dessus. Il y avait un jeu concours pour gagner une bouteille de whisky très très chère. Et le tribunal avait estimé que, en fait, en proposant de faire gagner cette bouteille qui coûtait un bras, on était dans une démarche de valorisation du consommateur, de leur dire si vous buvez ce whisky, vous rentrerez dans une élite, eu égard à son prix, et du coup, c'était considéré comme trop valorisant. Donc, faire gagner, encore une fois, mettre quelques bouteilles dans un panier de produits locaux ou même quelques bouteilles toutes seules, il n'y a pas de difficulté, mais il faut à la fois qu'il n'y en ait pas trop, et puis il faut qu'il y ait une valeur cohérente pour que ce soit pas, voilà, pour ne pas trop valoriser la consommation de ces lots-là. Et ensuite, évidemment, il n'y a aucune difficulté à faire gagner des objets ou des objets marqués du type tire-bouchon, ça, il n'y a pas de problème. Et puis, on peut faire gagner des choses du type des ateliers de dégustation, des prestations touristiques ou des entrées en l'occurrence chez vous, des entrées pour des parcs nationaux. Ça va être possible. Donc voilà, faut trouver un petit peu le juste équilibre. Là, c'est plutôt une question de bon sens, hein. La loi n'est pas précise sur ce sujet-là, mais quand vous faites des jeux concours, bah, vous utilisez tout simplement votre bon sens. Vous vous dites, bah, si je fais gagner de l'alcool, il faut pas que j'en fasse gagner trop, et il faut pas que mon jeu, ça soit n'importe quoi sur le contenu. Une fois qu'on a dit ça, une fois que vous avez utilisé votre bon sens, normalement, vous êtes quand même un peu à l'abri. Est-ce que Laurence, sur ce point, ça répond aux questions que vous vous posiez sur les jeux concours? Oui, oui. Il y a quand même, enfin, je vois quand même que sur la remise de bouteilles gratuites, je vois quand même que c'est marqué délicat. Ça veut dire, c'est en rapport à la quantité de bouteilles. Oui, c'est en rapport avec la quantité, donc ne pas en faire gagner trop d'un coup. Trop. Hmm. Et puis, comme je disais, ça peut être aussi en rapport avec leur valeur, c'est-à-dire qu'on va Ouais, pas faire gagner des bouteilles d'un grand prix qui serait trop, trop valorisant pour d'accord. qui les consommerait. Ok. Donc, Est-ce qu'il pardon. Est-ce qu'il vaut mieux donc voilà, privilégier, pardon. pardon? Non, je dis, est-ce qu'il vaut mieux privilégier du coup que les bouteilles soient avec d'autres produits locaux ou ça passe quand même si c'est seulement des bouteilles? Ça passe si c'est seulement des bouteilles, ça c'est déjà fait et c'est pas du tout répréhensible ou illicite. Ok. Voilà, n'en faites pas gagner trop d'un coup, même si on Mhm. sait que c'est Oui, pas ok. forcément une seule personne qui va les consommer, mais c'est juste en termes voilà, de représentation mentale, on n'en fait pas gagner trop d'un coup. Et Mhm. ensuite, le truc qui passe évidemment sans difficulté, c'est typiquement bah, le panier de produits locaux. Vous avez un bocal avec un pâté au piment d'Espelette, et puis vous avez, je suis du sud-ouest, hein, et puis vous avez une bouteille de vin à côté. Évidemment, Mhm. il y a pas de difficulté. Euh, Ça marche aussi avec la choucroute, hein, mais moi, j'aime un peu moins. Voilà, mais on peut, en tout cas, si vous organisez, vous voyez, des tombolas, des choses à gagner, on peut tout à fait envisager un lot avec uniquement quelques bouteilles d'alcool. Euh, Faites juste attention quand vous communiquez dessus, à la fois donc à pas Mhm. trop en mettre, et puis à pas communiquer d'une manière trop fun dessus, quoi. Mhm. Ok. Voilà. Et dire pour faire la fête toute la nuit avec tous vos amis, bon, ça c'est pas terrible, mais normalement votre bon sens vous empêche de faire ça. Là-dessus, en général, ça dérape pas trop. Ça peut être plutôt pour les jeux sur les réseaux qu'il peut y avoir des difficultés, mais en général, sur les choses, les manifestations locales, normalement, ça se passe plutôt bien. Je voulais aussi prendre le temps de vous faire un petit point sur la loi Evin et le numérique parce que
Peut-être que vous animez des pages Facebook, peut-être que vous animez des pages Instagram. Je ne sais pas si vous êtes sur TikTok, mais en tout cas, ça peut être intéressant d'avoir un aperçu de ce qu'on peut faire sur le numérique. Euh, une publicité pour une boisson alcoolisée ne passe pas forcément par le biais d'un achat d'espace. La publicité pour les boissons alcoolisées, c'est une notion très très large. Donc c'est pas uniquement la publicité bannière sur un site. Dans l'absolu, le site internet d'un domaine, les réseaux sociaux d'une maison de vin, c'est aussi de la publicité. En fait, dès lors qu'on parle d'alcool, quelle que soit l'identité de la personne qui parle, on est sur quelque chose qui est susceptible d'être qualifié de publicité. C'est comme ça qu'il y a quelques années, on avait eu des cas de deux journaux, Le Parisien et Les Échos, pour pas les nommer, qui avaient été sanctionnés pour ce qui avait été perçu comme des publicités illicites pour l'alcool. Ils avaient fait en fait tout simplement des reportages. Dans le cas du Parisien, ils avaient fait une sur le triomphe commercial du champagne et ils avaient été attaqués pour ça. Les Échos avaient été attaqués aussi pour des visuels qui figuraient dans un supplément Les Échos spécial vin. Donc vous voyez, l'identité en fait de la personne qui parle d'alcool n'a pas d'influence sur le fait d'être qualifié ou pas de publicité. Une fois qu'on a dit ça, la publicité sur Internet, elle est autorisée. Il faut simplement connaître les règles. Donc, je reviens au début de ce que je vous disais. On communique uniquement sur les contenus autorisés par la loi E20, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. L'origine du produit, le mode de consommation, le terroir et l'origine, les caractéristiques organoleptiques, les modalités de vente, toutes ces choses relativement, on va dire, informatives. On reste uniquement dans le cadre de ces thématiques-là et on n'en sort pas. Spécificité d'Internet, on ne communique pas sur les sites principalement destinés à la jeunesse. Ça, en l'occurrence, c'est pour l'achat d'espace. On va pas aller, là évidemment, il ne l'avait pas fait, mais on va pas aller faire de l'achat d'espace sur le site web du magazine Phosphore. Il y avait eu un cas je pense que c'était une maison de spiritueux qui avait fait un achat d'espace sur le site ado.fr. Bon, ils auraient pu se l'épargner. L'alcool, évidemment, n'est pas destiné aux mineurs. Il leur est interdit à la vente. On va évidemment pas non plus faire d'achat d'espace sur des sites destinés aux mineurs. Si on a des doutes, est-ce que c'est un site pour les mineurs sur les majeurs? On demande. Il faut qu'il y ait au moins 70% de l'audience qui soit majeure. Je pense pas que vous soyez concerné, mais on ne communique pas non plus sur des sites édités par des clubs ou des fédérations sportives. Ça, c'est écrit explicitement dans la loi, mais dans la réalité, moi, je connais pas de club sportif qui ait des zones achat d'espace sur ces clubs, hein, sur les sites internet de ces clubs. Donc ça, c'est bien de le savoir, mais concrètement, ça s'oppose assez peu. Euh, il est interdit sur Internet de faire la publicité pour de l'alcool de manière intrusive ou interstitielle. Ça, c'est une disposition qui avait été insérée notamment parce qu'à l'époque où ça a été écrit dans la loi, on voyait tout le temps des pop-up. Vous avez forcément connu ça. Vous alliez sur un site Internet, vous aviez 3, 4, 5, 10 pop-up qui surgissaient avec des publicités. Il est interdit de faire de la publicité pour une boisson alcoolisée sur ce type de format très intrusif. Et puis, sur Internet, comme sur tous les supports, il faut, dès qu'on parle d'alcool, il faut apposer systématiquement le message sanitaire. Vous le connaissez, vous l'avez tous lu 100 000 fois. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Si vous faites la promotion d'un événement qui va mettre en avant des boissons alcoolisées, ou si de manière générale vous parlez de produits locaux, vous parlez de boissons alcoolisées locales, il faut qu'il y ait ce message sanitaire-là sur vos publications sur les réseaux sociaux, mais aussi sur vos flyers, sur quel que soit le support que vous utilisez. Quand vous parlez d'une boisson alcoolisée, il faut écrire ce message. Il ne faut pas l'écrire en minuscule. Vous n'avez pas non plus besoin de faire un placard. On trouve un équilibre. Il faut qu'il soit tout simplement lisible et visible par les gens qui voient vos publicités. C'est important parce que ça, c'est expressément prévu par la loi et quand on ne le met pas, on est évidemment répréhensible. Ça peut être puni. Donc sur Internet, en fait, de manière assez simple, on applique les mêmes règles que sur les autres supports, hein. On respecte les bonnes thématiques, on met le message sanitaire, il faut qu'il soit visible tout le temps. Et puis, il y a quelques restrictions supplémentaires qui s'appliquent sur Internet. Donc ça, c'est ce qui a trait aux mineurs, c'est ce qui a trait au sport, c'est ces notions de publicité intrusive et interstitielle. L'idée, moi, que je rappelle souvent à mes opérateurs quand je leur fais des formations,
c'est que s'ils se sentent pas prêts à mettre une publicité en 4x3 dans le métro parce qu'elle leur paraît limite, bah, il n'y a pas plus de raison de la mettre sur Instagram en fait. Eux, ça leur paraît souvent moins visible, donc ils se disent bah, c'est juste un post, ça passe. Mais en fait, d'un point de vue légal, évidemment, ça change rien d'être sur un post Facebook ou sur un 4x3 dans le métro. Sur les réseaux sociaux, donc, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent hein, que pour le reste de la communication en ligne. Ce qui est intéressant, c'est de se mettre en place mentalement une petite checklist hein, quand on va faire de la communication sur une boisson alcoolisée. Est-ce que la photo que je poste ou est-ce que la vidéo, ma story Instagram, est-ce que je suis bien uniquement sur des thèmes autorisés par la loi E20? Donc, notamment si j'ai fait une vidéo, je fais gaffe, est-ce qu'il y a des consommateurs ou pas? Au besoin, j'édite un petit peu ma vidéo pour les enlever, ou en tout cas, je limite leur présence. Est-ce que je suis bien sur les thèmes? Voilà, on se pose la question avant de publier. J'ai ma photo, j'ai ma vidéo, mais souvent j'ai un petit texte à côté. Le texte lui aussi, il faut s'assurer qu'il porte sur les thématiques autorisées par la loi E20. Nous, on voit souvent un visuel nickel qui a été bien bordé. Par contre, le texte à côté, c'est n'importe quoi, ou parfois c'est l'inverse. Ils ont fait un texte aux petits oignons, mais le visuel sort complètement des thématiques de la loi E20. Donc c'est bien de faire attention aux deux. Et puis, on fait évidemment attention aux hashtags qu'on utilise. Quand on va parler de vin, alors je pense que là aussi, vous, il y a moins de risques, mais nous, on voit parfois des choses du type wine therapy ou ivresse ou le plaisir. Bon, on va pas utiliser ces hashtags quand on fait la promotion d'une boisson alcoolisée. Donc voilà, c'est des choses quand même assez simples et de bon sens. Je vous ai mis quelques exemples après pour vous montrer des choses. Alors, c'est plutôt du point de vue des opérateurs producteurs, mais quand même, ça peut vous intéresser aussi. Tout ce qui est des exemples de publications sur les réseaux sociaux, c'est pas grave que vous voyez pas le texte, hein. Là, je les ai mis uniquement pour les images. Tout ce qui est attrait à l'origine, au terroir, il n'y a aucune difficulté pour le mettre en scène sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est attrait à la production de raisins, aux vendanges, pour nous, il y a aussi zéro difficulté, évidemment. Ça fait partie des thématiques autorisées. Le mode de fabrication du produit, parler de ce qui se fait dans les chais, parler de ce qui se fait dans les laboratoires œnologiques, montrer des cuves, il y a évidemment pas de difficulté, ça fait partie du mode de fabrication du produit, c'est autorisé par la loi E20. Les caractéristiques organoleptiques dont je vous parlais tout à l'heure, hein, il y a des exemples là, sur le degré d'alcool pour une bière, les arômes de fruits rouges pour un champagne rosé, les arômes pour un vin en bas. On a le droit on a le droit de le montrer, on a le droit de le mettre en scène. Le mode de consommation du produit, je vous en parlais tout à l'heure. Là, c'est des exemples très cocktail ou mode de consommation. Vous voyez, euh, à gauche, c'est la marque de vin effervescent Freshnet qui montre un cocktail avec du jus d'ananas. Des glaçons dans le vin, le type de verre de vin, un cocktail à base de pinot des Charentes. Voilà, il n'y a pas de problème à montrer ça. Ou des accords, pour ce qui nous concerne, mets et vins, mais c'est pareil avec les spiritueux. Des accords, on peut les montrer sans problème. Montrer des professionnels, je l'ai dit largement tout à l'heure, on peut les montrer dans différentes mises en scène, différents types de professionnels. Tant qu'on les identifie, tout ça évidemment pose pas de difficulté. Et à contrario, j'ai mis après quelques contre-exemples de choses qu'il vaut mieux éviter de faire. Alors le premier poste, on est sur quelque chose a priori d'assez soft, hein. C'est une publicité pour Aperol. Et le poste, qui doit être un post Facebook, disait la meilleure région pour une escapade en forêt, Bourgogne ou Auvergne, c'est à vous de trancher. Et les gens en fait votaient en mettant un petit like ou un pouce en l'air. Euh, la difficulté avec cette publicité, certes, elle ne montre pas de consommateurs, certes, elle montre que des paysages, mais la difficulté, en fait, c'est que l'apérole, c'est pas une boisson qui est spécialement liée à ces régions, hein. C'est pas une boisson qui a des attaches particulières en Bourgogne ou en Auvergne. En fait, le poste, il parle tout simplement de vacances, hein, d'escapades, et donc on n'est pas sur une thématique autorisée par la loi E20. Évidemment, je ferai la même publicité avec un verre de vin de Bourgogne. Ça pourrait se poser un petit peu différemment parce que là, on aurait un lien au terroir. Mais typiquement, celle-ci est problématique.
Au milieu, vous avez une publicité de Ricard. C'était au moment où la série Games of Thrones était à la mode. Ils avaient fait un petit jeu de mots sur Game of Jaune. Bon, évidemment, les séries télévisées ne font pas partie des sujets autorisés par la loi Evin. Et même idée avec le poste qui est à droite, un petit photomontage amusant autour de Star Wars. C'est bien, mais Star Wars, c'est pas autorisé par la loi Evin, donc on évite de faire ce genre de poste. Là aussi, des exemples de choses à pas faire. Vous n'allez pas aller là-dessus, mais c'est toujours intéressant de les voir simplement pour se faire une idée. Tout ce qui est associé à la consommation de boissons alcoolisées avec des univers liés à l'ésotérisme, à l'astrologie, c'est vraiment un feu rouge, il ne faut pas y aller. Ça n'est pas autorisé par la loi Evin, ou l'association entre la consommation d'alcool et puis la pratique d'une activité sportive. Là, ils sont en train de faire, c'est sur la Garonne près de Bordeaux. Ils sont en train de faire du foil de faire du foil avec un verre de vin à la main, c'est pas possible. L'univers de la fête, là aussi, ça n'est pas conforme à la loi Evin. Donc sur les réseaux sociaux, c'est évidemment des posts qui ont été publiés, hein, mais on évite de suivre le mauvais exemple, on évite de faire comme eux. Et puis, bah, quand on fait des publications qui mettent en scène des boissons alcoolisées, on essaye de mettre le message sanitaire. On essaye, alors ça c'est surtout pour nous, mais de mettre régulièrement des contenus sur la consommation responsable. Donc quand on promeut nos produits, de temps en temps, on essaye de rappeler les repères de consommation. C'est pas plus de 2 verres par jour. Il faut penser à boire de l'eau, il faut boire en mangeant, etc. Et puis, si jamais vous êtes appelé à sponsoriser des publications sur les réseaux sociaux qui mettent en scène des boissons alcoolisées, évidemment, il faut être vigilant pour aller cibler uniquement les personnes qui sont majeures. Je voulais finir avec un petit point sur le sujet de l'œnotourisme qui peut vous intéresser. C'est un sujet un petit peu compliqué, mais depuis 2016, en fait, le législateur a prévu une exception à la loi Evin. Parce qu'on avait des difficultés en fait avec la loi Evin, c'est qu'on avait du mal à distinguer ce qui relevait de l'information, et y compris de l'information touristique, de ce qui relevait vraiment de la publicité. Alors le Parlement a essayé de résoudre ça en faisant une exception à la loi Evin, qui est pas très facile à appliquer, mais donc quand même je vous fais état ici. Ce que dit la loi maintenant, c'est qu'il y a certains types de contenus qui échappent au champ de la loi Evin, qui ne sont pas considérés comme de la publicité pour une boisson alcoolisée. C'est tous les contenus qui sont vraiment relatifs, spécifiques sur une région de production, liée évidemment à un vin, sur une indication géographique, sur un terroir, sur un itinéraire notamment touristique, sur les mentions patrimoniales, patrimoine culturel, patrimoine gastronomique. Quand on est uniquement sur ces références-là, on n'est pas en train de faire de la publicité pour l'alcool et donc on tombe pas dans le champ de la loi Evin. Euh, Ça ne marche que quand on est en train de communiquer sur le caractère culturel, patrimonial ou touristique de la boisson alcoolisée. Et dans ce cas-là, on est hors du champ de la loi Evin. Euh, ce- les maisons de vin ne sont pas vraiment appelées à utiliser cette dérogation dans la loi. Elle a plutôt été conçue pour les acteurs du tourisme ou pour les structures collectives telles que la nôtre, pour pouvoir faire la promotion en fait de terroir, faire une promotion culturelle, sans être sur de la publicité pour une boisson alcoolisée, mais en tout cas, je vous le mentionne. Euh, L'intérêt en fait de cette publicité, de cette non-publicité justement, de cette dérogation à la loi, c'est que comme vous n'êtes pas dans le champ de la loi Evin, vous pouvez faire de la publicité sur tous les supports, y compris la télévision et le cinéma. On peut imaginer au cinéma de montrer un spot publicitaire pour une destination touristique, dès lors qu'on va être uniquement vraiment sur le terroir et assez peu sur les vins. Ça permet aussi de ne pas mettre le message sanitaire, mais ça c'est quand même pas un très gros gain. Euh, Aujourd'hui, c'est une dérogation à la loi qui est assez peu utilisée. Elle est utilisée dans des films à caractère touristique pour des événements du type rando dans le vignoble. Mais c'est pas, voilà, c'est pas encore quelque chose, ça a déjà presque 10 ans, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore très utilisé.
Euh, Quand on fait cette communication qu'on appelle à défaut de mieux une communication non publicitaire, on va pouvoir montrer des touristes se promenant dans le vignoble, dans le lieu où on est, mais de toute manière, on ne mettra jamais en scène un moment de consommation de vin. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais parler à peu près 1 heure, donc je suis pas mal pour avoir de la place derrière pour des questions. Mais pour conclure, moi, ce que je rappelle toujours dans ces formations, c'est que, en général, quand j'arrive au bout, tout le monde est un peu déprimé parce qu'on a compris qu'on n'avait pas le droit de faire ça, on n'avait pas le droit de faire ça, on n'avait pas le droit de faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Donc c'est toujours un petit peu rebutant, mais même si on a dit tout ça, c'est pas parce que la loi est très contraignante, évidemment, qu'il faut aller s'auto-censurer. Nous, c'est pas ce qu'on recherche. On a envie de pouvoir évidemment parler de nos produits, on a envie de pouvoir les valoriser, on a envie de pouvoir mettre en avant nos vins. On a envie que vous puissiez mettre en avant nos produits. Donc l'idée n'est pas d'aller s'auto-censurer, l'idée est simplement de faire les choses correctement. Donc on a droit de parler en termes positifs du vin, de la bière, des boissons spiritueuses. On n'est pas forcément... on a droit de le faire tout en restant dans le champ de la loi Evin. En gardant en tête que toute action dans l'absolu de communication pour une boisson alcoolisée comporte une part de risque. On essaie toujours de minimiser ce risque et on essaye de pas prendre trop de risques, tout simplement. Moi, je le rappelle aussi toujours à mes opérateurs, si j'ai évidemment des producteurs de vin ou des organisations collectives qui se mettent à faire n'importe quoi et pas respecter la loi E20, le risque, évidemment, à terme, c'est que cette loi E20, elle devienne de plus en plus stricte et qu'un jour, on ne puisse plus faire de la publicité pour les boissons alcoolisées. Donc, c'est pour ça que de manière aussi collective, on essaye d'être tous responsables. Voilà, j'en ai fini. Vous pouvez toujours aller voir si vous avez envie de creuser le sujet, si vous avez envie de passer des petits quiz, de regarder des vidéos. On a créé il y a quelques années un e-learning sur la loi E20 qui est accessible gratuitement, qui est disponible en ligne. On y accède simplement en rentrant son adresse mail et vous accédez à des vidéos, à des petits quiz, à des fiches à télécharger qui donnent comme ça un petit peu les bases de la loi E20.